Jacques Brel l'avait surnommé le tendre jardinier de l'amour. Mais Salvatore Adamo, sourire penché, voix ébréchée, caché derrière le bouquet de fleurs bleues de ses chansons, pouvait cultiver bien d'autres registres. Ainsi, après avoir, en 40 ans de carrière, vendu plus de 80 millions de disques, Adamo résolut-il de devenir écrivain en sortant il y a quelques mois chez Albin Michel un roman inattendu et picaresque qui a pour titre « Le souvenir du bonheur est encore du bonheur ». On croyait le connaître ? Erreur. Je reçois ce matin un personnage dont on a beaucoup à découvrir. Bonjour Salvatore Adamo. Bonjour Isabelle. Salvatore Adamo ou simplement ça dépend une duette si je sur suis le Salvatore. seul. Les duettistes c'est Salvatore et Adamo. Bon, alors, mais quand je suis seul c'est Salvatore. Vous êtes venus à deux aujourd'hui ? Je suis là tous les deux. Bon, formidable. Salvatore Adamo, votre vie à vous démarre comme un roman, mais il y a quelques points clés que j'aimerais bien élucider. Si l'histoire de votre vie commence sur le sol belge, il paraît que c'est à cause d'un accord gouvernemental tenu secret pendant 50 ans. En effet, après la guerre, il a été décidé que chaque ouvrier italien serait échangé contre 1 tonne de charbon belge s'il acceptait de venir sur le sol belge. Votre père, donc, qui est arrivé comme ça en Belgique, il ignorait tout ce commerce quand même très curieux, très inattendu. Absolument, mon père et ses compatriotes à l'époque ignoraient ce marché. Donc on l'a découvert il y a 6 ans lors de la commémoration du 50e anniversaire de la vague d'immigration. Et bon, ça fait réfléchir et ça relativise pas mal de choses. Disons que ça avait été tenu secret parce qu'on imaginait que c'était un commerce un peu honteux. Qu'il y aurait eu des réactions. D'ailleurs, même pour la commémoration de ce 50e anniversaire, il y avait eu des polémiques. Certains voulaient le fêter et d'autres ne voulaient pas le fêter, estimant que c'était fêter l'esclavage, parce que c'est vrai que le travail était très dur. Moi, je dois dire que mon père m'en parlait souvent de son travail à la mine, et aussi dur le travail a pu être, il en était quand même honoré de pouvoir le faire parce que ça lui a rendu sa dignité. Oui. Il a pu nourrir sa famille, alors qu'en Sicile, ces années d'après-guerre, malheureusement... Il était puisatier en Sicile, votre père. Il était puisatier, maçon aussi, oui. Et mineur, donc, arrivé en Belgique. Oui, mineur, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y ait des mineurs par vocation, c'est toujours par obligation. Certainement. Alors, est-ce qu'il est vrai, Salvatore, que quand vous êtes donc, vous êtes arrivé à Gemap en guise de maison, on vous a alloué d'anciens baraquements en tôle ondulée qui servaient en fait à abriter des prisonniers de guerre? Oui, ça a été le choc pour mes parents. Moi j'avais 3 ans et demi, donc pourvu que j'avais la main de ma mère d'un côté, celle de mon père de l'autre, le décor n'importait pas. J'étais gâté par leur affection, mais j'imagine maintenant avec le recul, en fait, il y a plein de choses que je découvre et auxquelles je pense avec du recul. Et ces 2 jeunes Siciliens, donc mon père 27 ans, ma mère 26, venant du soleil de la Sicile pour s'installer dans les brumes du Nord, ça a dû être très difficile. Plein de rêves et de projets. Oui. Déjà de pouvoir, enfin c'est paradoxal, mais se faire une petite place, non pas au soleil, mais un peu moins à l'ombre. Il aura fallu beaucoup de courage. Comment s'est déroulée alors votre enfance? Dans quelle atmosphère? Eh bien, nous étions dans une espèce de phalanstère. Nous vivions presque en collectivité. Il y avait, dans la cité où j'habitais, il y avait beaucoup d'Italiens. Il y avait quelques Nord-Africains, des Maghrébins. Et je me souviens, d'ailleurs, j'en parle dans le roman que vous évoquiez, comme ma mère, pour arrondir les fins de mois, s'occupait aussi de la lessive et de la cuisine de certains autres ouvriers mineurs. J'étais en contact avec ces émigrés, certains étaient là tout seuls. Donc vous aviez reconstitué une espèce de petit village. Ah, absolument. Sicilien. Dans les brumes du Nord. Oui, il y avait aussi des Italiens du Nord que j'ai pu côtoyer. Et comme je vous disais, des Maghrébins, dont un baraque qui m'avait commencé à apprendre à lire et à écrire. Ouais. Et le soir, il paraît que vous vous réunissiez pour écouter sur la radio italienne. Absolument, ça c'était les mélodies napolitaines qui vous manquaient tant. C'était le lien avec l'Italie. C'est qu'à l'époque, pendant la journée, techniquement, je ne peux pas vous l'expliquer, mais les ondes ne passaient pas. Il fallait attendre une certaine heure pour qu'on puisse, sur les ondes courtes, recevoir l'Italie, la RAI. Et à partir de 8 heures, il y avait un signal précis, il y avait un top, toup, toup, toup. Et les émissions italiennes internationales commençaient. Et c'était chaque soir, on avait rendez-vous avec notre Italie par la musique, par la chanson.
Et comme ça, j'étais ballotté entre la chanson italienne et ce que j'entendais en Belgique, qui à l'époque était Luis Mariano, Tino Rossi, les premières chansons de Brassens, les premières chansons d'Aznavour, Mouloudji, Brel, voilà. Alors, on imagine donc ces soirées, un peu comme des veillées musicales, mais en même temps, chaque matin, à l'aube, votre père prenait le chemin de la mine numéro 28. 28, le P28 à Jean-Marc. Pour une vie qui vraiment avait toute la rudesse de celle des personnages de Zola. Est-ce qu'il parlait de son travail à sa famille ou pas? Il avait cette pudeur de terre. Oui, je pense qu'ils en parlaient entre eux, mais une fois rentrés chez eux, à part les jours où malheureusement il y avait des coups durs, bon, mon père en parlait à ma mère et moi j'avais l'oreille qui traînait, donc j'étais concerné par cette épée de Damoclès qui pesait au-dessus de nos têtes, parce qu'il y avait toujours une espèce de tocsin qui pouvait sonner à chaque instant de la journée. Et chaque fois, ça pouvait tomber sur quelqu'un de notre clan, si je puis dire. Donc, c'était une insouciance d'enfant, mais quand même un peu atténué et attristé par la présence du danger, dont on était vraiment conscient. Ouais. Alors, comme beaucoup d'enfants de ce village, Salvatore Adamo, vous chantiez dans une chorale. Or, il paraît que l'année de vos 13 ans, le curé de votre paroisse vous a demandé instamment de la quitter, cette chorale. Pour quelle raison? Parce que j'avais sans doute mal mué, je n'avais pas la voix d'ange qu'il espérait, je pouvais pas chanter à l'aigu comme le font les jeunes chanteurs dans les chorales. Mon père aussi avait le même genre de voix, le timbre cassé, rocailleuse, presque de voix du désert, quoi. Alors cette voix donc du désert, comme vous dites, vous rêviez de la faire chanter. À 16 ans, vous décrochez en douce, vraiment sans que votre père le sache, donc un premier prix dans un radio-crochet, et 2 mois plus tard, votre père, qui est toujours mineur et qui ne sait pas qu'il va devenir impresario, j'insiste là-dessus, donc votre père a la plus grande émotion de sa vie en découvrant la voix de son fils dans le poste de radio familial. Est-ce que vous vous souvenez de ce moment qui a sans doute été pour lui une révélation hallucinante? Absolument, c'est un des moments les plus importants de ma vie, puisque c'est le jour où finalement j'ai pu avoir l'assentiment de mon père, parce que faut vous dire que jusque-là, mon père faisait de gros efforts pour me payer des études, et j'étais en toute modestie bon élève, et puis petit à petit, quand j'ai commencé à parler musique, j'ai un peu négligé les études, et mon père ne voyait pas ça d'un bon œil. Donc, en plus, comme lui était amateur de grande musique, d'opéra, et que monsieur le curé, à qui il m'avait confié pour mes études, lui avait dit que il fallait surtout pas me laisser chanter parce que, comme on le disait tout à l'heure, j'avais pas une belle voix. Bon, mon père était convaincu que je devais insister sur les études et laisser tomber mes velléités de chanteur. Donc j'avais participé à ce qu'on appelait à l'époque un crochet radiophonique à son insu, c'était en décembre 59. Et donc le 14 février 1960, c'est aussi la date de naissance de ma dernière sœur Tina. J'ai fait la surprise à mon père, je lui ai dit ce soir on va écouter la radio ensemble. Il m'a regardé un peu de travers. Pas plus, juste cette phrase. Voilà. Et donc quand il m'a entendu damer le pion, il y avait toujours un ténor de service, il y avait un imitateur de Luis Mariano et une imitatrice de Piaf. À l'époque, dans tous les crochets, vous trouviez le ténor, Piaf et Mariano. Et moi, avec ma petite voix, et ma petite chanson et ma guitare, j'ai battu les records d'applaudimètres parce que c'était jugé à l'applaudimètre. Et je me souviens de la petite larme au coin des yeux de mon père. Et à partir de ce moment-là, bien sûr, il y a eu un déclic en lui. Il a compris que j'avais peut-être quelque chose à dire dans la chanson, à tel point que, grâce à ce crochet, donc j'avais pu faire un premier disque qui n'a pas marché, un second, un troisième, un quatrième. Et au bout du quatrième, comme ça ne démarrait pas, j'avais décidé, moi, de retourner aux études. Et c'est là que mon père m'a vraiment étonné. Il me dit non, maintenant, je sais que ta place est dans la chanson. Et c'est lui qui est allé frapper aux portes. Il a pris les choses en main. Absolument. Et a décidé de devenir votre impresario. Oui, et il a trouvé la firme de disques avec laquelle j'ai eu mon premier succès. Bon, Salvatore Adamo, il est temps de plonger dans la musique avec un titre que vous avez choisi. Un titre d'Alain Souchon, La vie ne vaut rien. Vous êtes sûr? Absolument. Enfin, le titre en lui-même est un peu lapidaire, mais en fait, c'est pour dire que la vie, c'est ce qu'il y a de plus beau. Et Souchon, je le cite systématiquement parmi mes chanteurs préférés, avec Cabrel, Yves Simon, William Scheller, bien sûr, les maîtres qui étaient les Brel, Brassens, Ferré.
Voilà, j'aime beaucoup son univers, j'aime beaucoup sa façon d'écrire, son humour tendre et parfois piquant, parfois désespéré. Je me retrouve vraiment sur la même longueur d'onde que lui. Alors on plonge dans l'univers de Souchon et puis tout de suite après, on retrouve Salvatore Adamo qui ce matin nous raconte le roman de sa vie. Il a tourné sa vie dans tous les sens pour savoir si ça avait un sens, l'existence. Il a demandé leur avis à des tas de gens ravis de donner leur avis sur la vie. Il a traversé les vapeurs des derviches tourneurs, des hachiches fumeurs. La vie ne vaut rien, rien, la vie ne vaut rien. Mais moi quand je tiens, mais moi quand je tiens, là dans mes deux mains éblouies, les deux jolis petits seins de mon ami, là je dis, rien, 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 rien ne vaut la vie. Il a vu l'espace qui passe entre la jet set, les faces, les palaces et puis les techniciens de surface. D'autres espèrent dans les clochers et les monastères voir le vieux sergent Pépère, mais ce n'est que Richard Gere. Il est entré comme un insecte sur site internet voir les gens des sectes. Et il a dit, la vie ne vaut rien, rien, la vie ne vaut rien. Mais moi quand je tiens, mais moi quand je tiens, là dans mes deux mains éblouies, les deux jolis petits seins de mon ami, là je dis, rien, 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 rien ne vaut la vie. Il a vu manque d'amour, manque d'argent, comme la vie c'est détergent, et comme ça nettoie les gens. Il a joué jeux interdits pour des amis endormis, la nostalgie. Et il a dit, ah, la vie ne vaut rien, rien, la vie ne vaut rien. Mais moi quand je tiens, mais moi quand je tiens, là dans mes deux mains éblouies, les deux jolis petits seins de mon ami, là je dis, rien, 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 rien ne vaut la vie. Rien, 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 rien ne vaut la vie. Rien, 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 rien ne vaut la vie. 11h midi, Isabelle Morizet. Salvatore Adamo, ce matin, est mon invité. Salvatore, on va reprendre votre histoire, le roman de votre vie, au moment où votre père, mineur, décide de devenir votre impresario. Alors, il y a une question qui me semble évidente. J'aimerais bien savoir comment cet homme, qui a quand même passé toute sa vie par à peu près 200 mètres de fond dans des mines de charbon, dans un univers donc d'une rudesse proche de celle des romans de Zola, comment cet homme a pu pénétrer l'univers du show business et s'accommoder de toutes les folies de ce milieu-là? Mais mon père avait une faculté d'adaptation extraordinaire. Il avait un bagou dont il s'était déjà servi pour défendre certains de ses collègues. Bon, il n'était pas syndicaliste, mais il a appris le français plus vite que pas mal de ses compatriotes qui travaillaient avec lui. Donc, une fois qu'il a eu affaire aux impresaries de Paris, qui dans les années 64, ont tous défilé en Belgique, sont tous passés par Jemap,
Mais il était vraiment comme un poisson dans l'eau. Il les a séduits par sa philosophie, sa bonhomie. Et puis, bon, il faut dire aussi que pour entrer en show business, il faut pas de diplôme. En fait, à l'époque, on a eu affaire à Charles Marouani, qui lui est tunisien, mon père sicilien, et tout de suite, ils se sont trouvés sur la même longueur d'onde. Ils avaient les mêmes principes de base, les mêmes valeurs. Et en plus, comme j'avais la chance de connaître un peu Brel, qui m'avait un peu pris sous son aile à mes débuts, c'est Brel qui nous a dit, si vous avez besoin d'un impresario, prenez Charles Marouani. Donc nous nous sommes retrouvés chez le même impresario que Jacques Brel. Donc il y avait une sorte de parrainage. Absolument, en toute confiance, oui. Bon, mon père m'a quitté malheureusement beaucoup trop tôt, mais disons que il a quand même eu le temps de se rendre compte de ce qui m'arrivait, de savoir que ses 6 autres enfants étaient casés, si je puis dire, que côté matériel, il n'avait plus trop à s'en faire, oui. Bien que ma mère, elle, jusqu'à ces derniers jours, elle avait ce souci d'économie. Dès qu'il y avait un produit qui était un peu en promotion, elle en remplissait les caves. Bon, une fois qu'on est parti sur des rails, c'est très difficile d'en sortir. Et alors quand vous dites, il a quand même connu mon succès, on pourrait dire plutôt votre triomphe, parce qu'en 64, Tombe la neige a fait de vous une star absolument internationale. Tout le monde fredonnait cette chanson jusqu'au Japon. Elle est restée numéro 1 pendant combien de mois? 72 semaines, je crois. Ouais. 72 semaines, je crois qu'il y a eu 500 versions enregistrées, n'est-ce pas, rien qu'au Japon, de Tombe la neige. Gérer une carrière planétaire pour votre père qui, 4 ans plus tôt, travaillait encore à la mine, ça n'a pas été non plus un problème. En tout cas, moi, je l'ai vu à l'aise. Et il y a pas longtemps, je crois que vous l'avez vu, Isabelle, j'étais reçu chez Michel Drucker et on m'a repassé des documents que j'avais presque oublié. Bon, le visage de mon père, je ne l'avais pas oublié, bien sûr, mais la voix, c'est ce qui m'a le plus ému quand j'ai réentendu sa voix. Et je me suis rendu compte, justement, de combien il était important et il réglait les moindres détails. Et là, on l'a vu dans une séquence où c'est pratiquement lui qui réglait la balance de l'orchestre dans la salle. Je crois que c'est le seul vrai manager que j'ai eu. Alors revenons à vous, Salvatore Adamo. Vous, au cœur de ces années 60 qui vous ont consacré et qui vous ont fait donc parcourir le monde en assénant votre public tube sur tube, qu'est-ce qui vous a le plus surpris, le plus exalté? La première surprise de show business, c'est quand je suis passé à l'Olympia la première fois en vedette. En fait, moi, je ne m'en sentais pas prêt. Parce que, bon, je savais, il y avait Tombe la neige qui était passé en 64. Paradoxalement, en plein mois d'août 64, dans les discothèques de France, on dansait sur Tombe la neige. Et puis, juste après, à l'automne, il y a Vous permettez monsieur qui était sorti. Donc, ça faisait 2 titres. C'est vrai que j'avais 2 ans de chansons en Belgique. Mais venir à Paris avec 2 chansons, je me disais, ouh là, qu'est-ce que je vais faire là? Comment je vais tenir 1 heure? En fait, c'est mon père, Lucien Maurice, le directeur d'Europe 1. Absolument. Et Bruno Cocatrix, qui avait décidé que je pouvais passer, ça s'appelait Musicorama à l'époque. Et donc, avec une inconscience extraordinaire, je me suis présenté à l'Olympia. Et la grande surprise, ça a été que le public connaissait les autres chansons. C'est-à-dire tout ce qui était les phases B. Les phases B et les chansons qui étaient sorties en Belgique, comme Les filles du bord de mer, qui est sorti en disque plus tard en France, mais dont j'ignorais que certains la connaissaient déjà à Paris. Ça a été pour moi un des moments les plus exaltants. C'était le 12 janvier 65. C'était une espèce... Ah oui, c'est une date de naissance. Preuve que la mémoire... C'est une date de naissance pour moi. À digérer cette date de façon éternelle. Alors, en 40 ans de carrière, Salvatore Adamo, vous avez vendu plus de 80 millions de disques. Le chiffre est fou, hein. Autant que Madonna, hein. Bon, certes, elle l'a peut-être fait en un tout petit peu moins de temps. Oui, c'est une moyenne honorable. 80 millions de disques, c'est une très jolie moyenne. Dites-moi, cette image de Candide, de naïf, de gentil, indéboulonnable, est-ce qu'elle vous a pesé pendant 40 ans? Pas du tout. Pas du tout? Vraiment? Non, pas du tout, parce que... Regardez-moi dans les yeux. Mais je vous jure, Isabelle. Bon, je suis conscient. Je sais que certains associent le mot gentil à bonne poire. Tant pis. J'essaye d'être digne d'une forme de bonté que mon père m'a inculquée. Je pense que je dois beaucoup à la vie.
la vie a été très sympa avec moi puisqu'elle me permet de vivre justement en faisant des choses que j'aime. Donc, j'essaye de lui rendre la réciproque et non pas que je sois cire-pompe ou dès que quelqu'un m'aborde, me fait un sourire, je suis heureux. Donc, je lui rends son sourire, c'est la moindre des choses. Mais il n'y a pas une envie quand même de peut-être brosser un autre portrait, écarter les murs, dans le fait de prendre la tangente en devenant aujourd'hui écrivain, puisque tout à l'heure on va parler d'étonnants romans que vous veniez de faire paraître chez Albin Michel. Est-ce que écrire, ça correspond pas au fait de retrouver une espèce de liberté? Vous saviez que vous alliez surprendre avec cette plume-là? Disons que ce n'était pas mon but. Je voulais pas épater les gens. Je voulais juste sortir un peu du cadre habituel d'une chanson qui doit raconter une petite histoire ou une émotion en quelques minutes, en sachant que certains mots ne vont pas bien dans les chansons parce qu'ils sont peut-être trop lourds, trop pesants, alors que là, j'ai pu prendre le temps qu'il fallait pour rendre des hommages que j'avais envie de rendre depuis très longtemps. Et voilà, je l'ai fait. Le fait que je n'écrive pas trop mal, en toute modestie, je le savais, puisque je me souviens de mes travaux scolaires. J'avais toujours des notes extraordinaires en dissertation et en rédaction. Et en avant-dernière année, je suis tombé sur un prof qui n'aimait pas du tout ma façon d'écrire et qui me mettait carrément 2 sur 10 en écrivant « Soyez pragmatique » et tout. Et vous en avez conçu une véritable mélancolie, je parie. Et vous avez renoncé à écrire pendant un petit moment, non? Mais j'ai trouvé une autre forme d'écriture. J'ai écrit mes petites chansons. Eh bien, tout à l'heure, c'est pas de chanson, mais c'est bien d'un roman dont on va parler avec Salvatore Adamo. Ce matin, mon invité, on le retrouve dans quelques instants. Isabelle Morizet. Ce n'est pas le chanteur aux 80 millions de disques vendus que je reçois ce matin, mais Salvatore Adamo, l'écrivain. Alors Salvatore, la dernière fois que nous sommes réunis autour d'un micro, vous acheviez la rédaction d'un premier roman dont le titre devait être « Et paisible coule la haine ». Ce roman vient de sortir chez Albin Michel et en couverture on peut lire « Le souvenir du bonheur est encore du bonheur ». Pourquoi ce changement de titre? Oui, c'est vrai que ça m'a un peu échappé, je dois dire. Au départ, mon histoire donc se déroule dans le bassin de la Haine, qui est une rivière qui traverse Jemappes et la région du centre. Et je n'invente rien. Jemappes est au confluent de la Haine et de la Trouille. Ça ne s'invente pas, c'est une histoire belge. Hein. Et donc, j'aimais bien l'idée de jouer sur le double sens du mot haine. Bon, au titre, il y aurait eu la majuscule, donc comprenne qui pourra. Et puis apparemment, quand le roman est arrivé chez Albin Michel, ils ont estimé que le mot haine, dans la bouche entre guillemets du gentil Adamo, nous y revoilà. Voilà, il y avait un décalage et peut-être une démarche anticommerciale. J'ai beaucoup lutté. Je vous jure que j'ai lutté pour imposer le titre. Je pense que ma femme en a pleuré quand j'ai accepté qu'on le change. En fait, c'est vrai que... Mais vous avez accepté qu'on change le titre, mais c'est vous, bien évidemment, j'imagine, qui avez proposé oui, celui-ci. J'en ai proposé 80 autres. Non, mais c'est vrai que le titre, je l'avais pratiquement au début de la rédaction de mon roman. Et je dois dire que tout ce que j'écrivais s'appuyait sur ce titre. Il avait accompagné cette rédaction. Il l'avait accompagné. Et puis c'est vrai que je me suis trouvé un peu désarçonné. J'ai eu peur au départ que ça édulcore un peu l'ensemble. Mais finalement, apparemment, les responsables d'Albin Michel ont eu raison, puisque le roman, toute modestie, c'est bien vendu. Et je dois dire que j'étais un peu embarrassé lors de certains salons du livre auxquels je participais, où je me trouvais devant des braves dames confiantes qui venaient acheter ce roman, pensant peut-être que c'est un recueil de souvenirs ou des gentillesses. Or, l'histoire est assez cynique, que vous l'avez vu. On va en parler justement de l'histoire, mais d'abord, j'aimerais savoir comment on entre en écriture quand il s'agit momentanément de tourner le dos aux chansons et de signer sa première œuvre de 357 pages. Je me suis surpris moi-même aussi, je dois dire. Au départ, j'étais parti pour une nouvelle. Pour une nouvelle, c'était l'histoire d'un bonhomme qui trouve chez lui un paquet, il l'ouvre et il trouve une corde. Alors, première idée qui lui vient à l'esprit, qui peut m'en vouloir au point de m'envoyer une corde pour me pendre? C'est qu'il n'avait pas la conscience tranquille. Et finalement, de fil en aiguille,
il se pend parce il fait son examen de conscience et il trouve 1000 raisons de se pendre. Et en fait, c'était juste une corde que son épouse avait commandée parce que la corde de la balançoire des gosses était cassée. Et ça aurait suffi à mon bonheur. C'est une histoire bien ronde. Et puis j'en ai trouvé une seconde histoire et qui avait aussi trait, de loin ou de près, à la mort. Et je me suis dit, attends, et j'en ai une troisième. Comment puis-je réunir ces 3 histoires? Et là-dessus, l'illumination est venue. Tiens, Ouais. Je vais me déguiser en croque-mort. Et voilà. Et c'est comme ça qu'est né Julien, votre héros, donc, qui travaille dans une entreprise de pompes funèbres. Mais alors, je dois préciser que le roman n'a rien de macabre. Il est au contraire picaresque, burlesque, sentimental, avec une pointe de nostalgie et puis un vrai ton. Donc, cette histoire, elle s'est imposée à vous comme ça, en douceur, au fur et à mesure que vous écriviez, vous vous laissiez surprendre par les nouveaux chapitres. Oui, c'est vrai. Maintenant, Parce qu'il y a une histoire d'amour en même temps. Ça mêle beaucoup de choses. C'est qu'au départ, on ne sait pas vraiment où on va. À part quelques petits points de repère, l'anecdote de la corde. J'avais aussi l'histoire d'un bonhomme qui s'était aussi suicidé, le pauvre, parce qu'il avait cru trouver la solution à sa double vie. Il avait 2 femmes, en se convertissant à l'islam, parce que ça s'était permis. Donc, un jour, il rentre chez lui fièrement, il annonce à sa femme, voilà, je me suis converti à l'islam, je peux avoir 2 femmes. Sa femme pense qu'il plaisante, elle rigole, et puis les jours qui suivent, elle est quand même intriguée, elle dit comment, lui, cet humour macabre, enfin, noir de m'annoncer cette histoire, elle vérifie, et elle découvre qu'il s'est effectivement converti à l'islam, et en plus, il a épousé l'autre femme. Alors là, on nage dans... Bon, elle se suicide. Lui rentre chez lui. Il y a une vraie fascination pour la mort, hein, Non, mais c'est une histoire vraie. C'est une histoire qui est arrivée à un éditeur parisien, en fait. Il s'est suicidé une fois qu'il a trouvé sa femme suicidée. Donc, ça faisait 2 histoires terribles. Et qui peut être témoin de ce genre d'histoire? Un croque-mort, un apprenti croque-mort, parce que j'ai voulu garder ma naïveté d'apprenti. Parce que bien sûr, il y a des choses tellement cyniques auxquelles jamais je n'ai adhéré dans mon roman. Je les dénonce. Alors, le choix de la première phrase dans un livre, il est toujours riche d'indices. Or, quand on ouvre votre livre, Salvatore Adamo, on peut lire « Bruxelles endimanchée a lâché ses blancs moutons dans son ciel de printemps ». Ça a l'air champêtre, mais il faut pas du tout s'y fier. Il y en a eu plusieurs des premières phrases, ou bien vous avez toujours su que vous débuteriez le livre Non, ainsi? Il y a eu même 2 clans. En fait, mon roman au départ commençait à la 5e page. Zut, elle m'a échappé. En parlant de mon âme. C'est mon fameux patron croque-mort qui a fait son examen de conscience en recevant la corde. En fait, il ne voulait pas vraiment se pendre, mais la chaise sur laquelle il s'était perché s'est cassée. Et voilà, zut, elle m'a échappé. Ça a failli commencer ainsi. Humoristiquement, oui. Parce que l'humour est capital. Non. Même noir, très souvent noir, mais moi, je le définis comme un roman d'humour, quand même. Alors, il y a, dans ce roman d'humour noir, je le souligne, une leçon étonnante sur la thanatopraxie, qui est la science qui consiste à embaumer les morts. C'est tout à fait étonnant, avec un historique qui repart depuis l'histoire de l'Égypte ancienne. Oui, absolument. La condition humaine qui nous a fait éphémère, alors vous révolte à ce point. Je parlais tout à l'heure de fascination pour la mort, mais c'est tout à fait étonnant tout de même. Je n'ai aucune fascination pour la mort. Disons que c'est peut-être un côté du caractère sicilien. C'est-à-dire, en Sicile, sans doute pour la conjurer, pour l'éloigner, on dialogue avec la mort. La chanson la plus populaire en Sicile s'intitule Vittina Crozza. Ça veut dire j'ai vu un crâne. Et c'est un dialogue entre un jeune et un trépassé. Le trépassé se plaint de la dureté de la vie qu'il a menée. Et le jeune lui dit cause toujours, moi je suis jeune et je compte en profiter. Donc on lui fait un pied de nez à la mort. Mais c'est pas une fascination, c'est peut-être une forme de superstition comme je disais tout à l'heure, pour la conjurer. Alors Albin Michel a immédiatement accepté la réception du manuscrit, je crois, de publier donc ce livre. Mais vous avez dit que s'il y avait eu un refus, au premier refus d'un éditeur, vous auriez renoncé. Pour quelle raison ?
Ben, parce que je me serais dit, en toute modestie, je suis un peu connu. Donc ça devait être un atout pour les convaincre. Si en plus de cet atout, il le refuse, c'est qu'il est vraiment mauvais. À ce moment-là, j'aurais pas insisté, sincèrement. C'est votre sœur qui a envoyé le manuscrit. Vous n'auriez jamais osé le faire, vous, Salvatore Adamo? J'aurais eu peur du refus. En fait, il y a eu un concours de circonstances. Quelqu'un d'Albin Michel a appelé mon bureau parce qu'il voulait une de mes photos pour un livre qui sortait sur la chanson. Et ma sœur a eu la présence d'esprit de leur dire, mais tenez, mon frère a terminé un roman. Et c'est comme ça que c'est arrivé à leur comité de lecture. Comment le milieu littéraire a-t-il accueilli le chanteur populaire que vous êtes? Depuis la sortie de votre livre, vous avez rencontré des critiques, d'autres écrivains. Mais de quel œil vous regarde-t-on, Salvatore Adamo, dans le monde littéraire? Ben, c'est plutôt moi qui regarde avec une certaine fascination ce monde que je ne connaissais pas vraiment. Là, j'ai participé à quelques salons du livre, donc après je me suis retrouvé dans des dîners avec des gens qui eux écrivent vraiment. Moi, vous m'avez flatté, honoré en me disant écrivain. J'ai écrit un roman, je sais pas si j'en écrirai un autre. J'ai osé, c'est tout, mais là j'ai eu affaire, j'étais à côté d'Amélie Nothomb, Cavana, que j'aime beaucoup. Bon, moi j'étais fasciné par eux, je me sentais un peu, j'avais peur qu'on dise chercher l'intrus, quoi. Ce livre, il est très loin de votre univers de chanteur. Vous avez le sentiment que, en fait, les gens ont été assez surpris, désarçonnés par l'univers du roman? Les critiques que j'ai lues, oui. En fait, il y en a même un qui disait que ma démarche aurait été plus vendeuse si je m'étais contenté d'écrire une biographie, alors que j'ai eu le courage d'écrire un vrai livre. Un vrai livre, je m'en souviens. Est-ce qu'il faut que ce livre, intitulé, je le rappelle, Le souvenir du bonheur est encore du bonheur, est paru chez Albin Michel, est-ce qu'il faut donc impérativement que ce livre ait du succès pour que vous osiez en écrire un autre? Non, c'est maintenant On sait maintenant que les ventes fonctionnent bien. Oui. Mais imaginons que il ait été boudé par la critique et le public. Mais non, ça aurait peut-être été une motivation en plus. Encore, je dis, tiens, il faut que je fasse mieux. Mais là aussi, je me dis, il faut que je fasse mieux si j'en fais un second. Là, j'ai quelques idées. Encore une fois, c'est comme pour au départ de celui-ci. Je suis en train de me demander si je vais faire un recueil de nouvelles ou si ça deviendra un roman aussi. J'ai mes idées, mais disons que l'été dernier, je pensais pouvoir avancer dans l'écriture du second roman, et finalement, l'auteur-compositeur a repris le dessus. J'ai écrit une vingtaine de nouvelles chansons. Mais je suis heureux comme ça, hein. Isabelle Morizet, jusqu'à midi. On se promène ce matin en compagnie de Salvatore Adamo. Salvatore Adamo, le berceau de vos ancêtres et votre terre natale, c'est la Sicile, que vous avez quitté, je crois, à l'âge de 3 ans et demi. Alors, lorsque, bien des années plus tard, vous y êtes retourné, pour la première fois, qu'est-ce qui vous a bouleversé sur la terre de vos ancêtres? Il y a eu plusieurs étapes, je dois dire. Je suis retourné la première fois à 7 ans. J'ai d'ailleurs un souvenir assez précis d'un tremblement de terre, où tout le village est sorti dans la rue en sortant les statues des saints patrons, que ce soit Saint Joseph, la Sainte Vierge et tout. Et puis je suis retourné à 12 ans, comme je raconte dans mon roman, parce que cette partie-là est quand même assez autobiographique. C'était lorsqu'on nous avait annoncé la mort de mon grand-père. Enfin, la mort imminente, mais nous sommes restés 4 mois, donc je suis même allé en classe quelques jours en Italie, oui. À Comiso, donc. Mais là, c'est toujours l'enfant, donc il ne voit pas grand-chose encore. Je dois avouer que ces dernières années, alors que j'avais fait une bonne quinzaine d'années sans retourner en Sicile après la mort de mon père, il y avait, c'est pas, une espèce de, comment dire, de rancune inconsciente en moi, oui. Que j'ai trouvé stupide au bout de 15 ans. Vous savez comment je suis retourné en Sicile? Dites-nous. C'est une revue belge qui avait organisé un concours dont le premier prix était un voyage en Sicile avec moi. Donc je me suis retrouvé avec 30 touristes belges gagnants du concours sur les pentes de l'Etna. Et c'est là que je me suis rendu compte de combien j'avais été stupide d'ignorer et d'éviter ma terre natale. Donc à partir de là, professionnellement, je suis revenu chanter quelques fois. Et là, dernièrement, ces 5 dernières années, je me sens fasciné par la Sicile. Peut-être qu'avec l'âge,
on est plus attiré par les vieilles pierres, je sais pas. Mais je découvre Comiso déjà, ma ville natale, qui est d'une beauté. Et Ragusa, le chef-lieu de la province, donc à laquelle appartient Comiso, c'est une ville d'un baroque extraordinaire, avec des églises flamboyantes. C'est magnifique et je sens un appel très profond qui me dit que j'appartiens à cette terre. Alors, est-ce que vous possédez une maison là-bas? Non. Vous avez l'intention d'en acheter une? Eh bien, donc dans les années 60, mon père voulait s'y installer, donc j'avais une villa. Mon père avait ouvert aussi un restaurant. Puis malheureusement, il est parti. J'ai tout revendu. Je me suis dit que jamais je ne rachèterais quelque chose en Sicile. Et dernièrement, l'envie m'est revenue d'avoir un petit pied-à-terre. Mais c'est vrai, j'allais oublier de vous le dire, j'ai pu racheter ma maison natale. Mais ma maison natale, c'est beaucoup dire, c'est une masure. Écoutez, je vais vous faire une confidence, je l'ai payé 30 000 nouveaux francs, 30 000 francs. Ma maison natale, vous voyez ce que ça peut être, hein. Complètement en ruine, il y avait des nids d'hirondelles, il n'y avait pas de toit, mais elle est restée, là. Donc là, vraiment, j'ai envie d'avoir un pied-à-terre pour y passer quelques jours entre, disons, juin ou septembre, parce que juillet, août, il fait très, très, très chaud. Et juin et septembre sont des mois magiques, miraculeux en Sicile. Oui, c'est magnifique. Et puis, il faut dire que la Sicile, dernièrement, s'est vraiment prise en main et elle met ses beautés en valeur, vraiment. Même, figurez-vous, même les Italiens du Nord y vont maintenant. Parce qu'avant, il y avait toujours une espèce de mépris, j'ose dire, de la part du Nord pour le Sud. Et ça s'atténue. Toute votre vie, vous avez été un grand voyageur, Salvatore Adamo, mais depuis 93, je sais qu'il y a des voyages très particuliers que vous faites pour le compte de l'UNICEF, en tant qu'ambassadeur de l'UNICEF. Des voyages qui vous amènent par exemple dans les camps de réfugiés du nord de l'Albanie. Alors, en 9 ans de mission aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez découvert et appris de plus fou, de plus intense, d'essentiel dans ce rôle d'ambassadeur de l'UNICEF? Chaque fois que je vais pour une mission comme ça, dans des pays défavorisés, je reviens avec d'abord un sentiment d'injustice et puis le sentiment que, quels que soient nos problèmes ici chez nous, nous sommes quand même logés à meilleure enseigne qu'une grande partie du monde. Là, j'ai voulu passer Noël à Kaboul. Oui. J'étais à Kaboul à Noël. Vous étiez à Noël à Kaboul, oui, parce que nous avons apporté 12 millions de doses de vaccins. Oui. Contre la poliomyélite et la rougeole, pour le Pakistan et l'Afghanistan. Mes amis m'ont dit, mais tu es fou, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Vous avez peur pour vous? Oui. Et puis, finalement, j'ai voulu faire parce que c'était une façon de communier avec la misère. Je vous disais tout à l'heure que j'étais conscient que la vie m'avait privilégié. J'ai voulu trouver une façon naïve peut-être de partager ce privilège. Là-bas, j'ai vu, d'abord, Kaboul est une ville en ruine. J'ai vu des enfants pieds nus sous -10, des gens qui vivaient dans des containers dehors. J'ai visité un hôpital où il y avait rien dans les pharmacies, dans les armoires. J'ai vu le docteur qui nous expliquait, c'était presque kafkaïen, qui faisait des ordonnances, des prescriptions dont il savait pertinemment qu'il n'y avait pas le médicament. Et voilà, et je suis revenu une fois de plus pour solliciter le peuple belge qui répond toujours très généreusement aux appels. Voilà, petite pierre à l'édifice d'une solidarité. C'est vrai que j'ai vu beaucoup de misère, mais j'ai vu beaucoup d'hommes et de femmes qui vouaient leur vie au secours des autres. Dans la discrétion absolue, c'est ça? J'ai vu notamment à la frontière du Kosovo, j'ai vu des filles d'une beauté extraordinaire, des anges qui auraient pu être mannequins, comme beaucoup l'auraient fait, et qui étaient là en treillis pratiquement. Infirmière bénévole. Infirmière bénévole, oui. Ça m'a réconcilié avec le monde aussi, oui. Pour revenir au Salvatore Adamo, chanteur. Salvatore, 40 ans de carrière, aujourd'hui dans l'œil du public et des médias, c'est un atout ou bien c'est un fardeau? Si vous voulez, c'est une chance que d'être là après 40 ans,
mais c'est beaucoup plus difficile à gérer. C'est beaucoup plus difficile à gérer qu'un débutant. Oui. C'est vrai qu'il y a les gens qui vous ont rangé une fois pour toutes dans la catégorie des chanteurs souvenirs, années 60. Et puis moi, je me révolte parce que je sais que mes chansons d'aujourd'hui correspondent à l'époque que je vis. Bon, il y a maintenant quelques années, certains médias commencent à tendre l'oreille quand même à mes chansons plus concernées, plus ambitieuses. Bien que j'ai écrit Inch'Allah quand j'avais 23 ans, c'est bien la preuve que j'avais le regard ouvert sur ce qui se passait sur la Terre. Mais c'est vrai que étonner après 40 ans de métier, c'est beaucoup plus difficile. Oui. Et il y en a qui, même quand on a l'impression de les étonner, qui trouvent normal ce qu'on a fait. Oui. Qu'en est-il de vos projets de comédien à la télévision? Mais il y a des projets en cours. J'ai entendu parler de rôles récurrents, d'abord d'avocats par exemple. C'est ce que j'avais demandé. Puis dernièrement, on m'a parlé d'un professeur. Alors j'ai dit oui, c'est en cours d'écriture. Il y a aussi... c'est la télévision qui vous a fait signer. La télévision, oui. Et j'ai aussi un appel de quelqu'un que j'apprends à connaître qui, avec une humilité extraordinaire, est en train de faire des choses mais fabuleuses, je vois pas d'autre mot, c'est Franco Dragone, qui va mettre en scène le prochain spectacle de Céline Dion, qui est à l'origine du Cirque du Soleil. Et il a écrit un scénario pour un film qui se déroulerait en Belgique dans les milieux miniers. Oui. Il m'a demandé si éventuellement je voulais jouer un des rôles. J'ai dit oui. Vous avez répondu oui. Non, parce que c'est une vision du milieu minier très poétique et en même temps réaliste. Et ça m'intéresserait de rendre hommage d'une autre façon à la génération de nos pères qui, eux, ont vraiment sué sang et eau pour que nous ayons une vie plus décente. Et je le dis à chaque fois, quand en Belgique je vois des noms qui se terminent en I, en O ou en A, qui sont associés à des postes intéressants, je suis fier et j'estime que nos parents n'ont pas fait leurs efforts pour rien. Nous avons un ex-premier ministre, enfin un vice-premier ministre, Di Rupo, nous avons une ministre, Maria Arena, et plein d'avocats d'origine italienne, et j'en suis content pour nos pères. Avant de nous quitter avec le dernier single, Salvatore Adamo, je vais poser cette question. À part une carrière d'écrivain, en fait, qu'est-ce qu'il vous reste encore à accomplir? Plein de choses. Comme? Non, disons que, encore une fois, c'est pas de la démagogie, mais moi, je vous l'aurais dit 3 ou 4 fois pendant cette émission, j'ai déjà eu ma part de chance et de privilèges. Mais non, mes rêves, mon rêve, serait que mes enfants réussissent leur vie. Mes enfants qui ont aussi la musique en eux et en elles, puisque j'ai une fille, mais qui ont sciemment pris une distance vis-à-vis d'elle par rapport à moi. Et c'est peut-être injuste parce que je sais que ma fille aime bien chanter. De temps en temps, elle me le dit, et puis elle est très timide. Mon fils aîné, c'est un très bon musicien, il est bassiste, il a joué du jazz, mais il a opté pour la carrière de pilote de ligne. Et mon fils cadet, lui, il étudie la communication en Angleterre, à Brighton, et lui, je sais qu'il a la musique en lui, mais je pense que mon fils cadet, il va y revenir, parce qu'il a ça en lui, je ne vois pas, c'est un peu le monde à l'envers, puisque c'est moi qui de temps en temps lui rappelle que la musique l'appelle, justement. On plonge dans la musique, cette fois-ci avec votre dernier single. Il a pour titre Sortir de l'ordinaire. Il est extrait du dernier album qui lui-même a été baptisé Par les temps qui courent. Merci beaucoup, Salvatore Adamo. Merci Isabelle. Et puis je rappelle que chez Albin Michel est paru dernièrement Le souvenir du bonheur est encore du bonheur. C'était un bonheur de vous écouter. Merci, au revoir à tous et à toutes. Je suis ce poisson qui un jour, pour sortir de l'ordinaire, a bondi hors de la mer, pour aller mordre une étoile qu'il avait prise pour un verre, poussé par une grosse mingale qui ne datait pas d'hier. J'étais si bien dans les airs, je voyais la mer à l'envers. Ça sortait de l'ordinaire.
Je me suis fait pousser des ailes et j'ai paradé très fier. Je me suis promené dans le ciel, j'ai volé dans tout l'univers. Pour sortir de l'ordinaire, sortir de l'ordinaire. J'avais le monde et ses merveilles, du temps de savoir qu'en faire. Mais l'ennui et de mauvais conseils, on fait des choses pour se distraire. J'ai voulu toucher le soleil et je me suis brûlé les ailes. J'ai tout perdu en un éclair et je suis retombé sur terre comme un homme bien ordinaire. Pour sortir de l'ordinaire, sortir de l'ordinaire, sortir de l'ordinaire, sortir de l'ordinaire. J'ai rampé quelques millénaires, j'ai traversé des déserts. Rien de bien extraordinaire. Jusqu'au jour où tout à coup j'ai vu les premiers arbres en fleurs. Alors je me suis mis debout pour mieux sentir leurs odeurs. Il y avait tant de choses à découvrir, j'ai fait mon petit inventaire. Et le tour du propriétaire. Et j'ai vu que chez mon voisin, c'était peut-être un peu plus vert. Alors j'ai voulu sa terre. Et j'ai inventé la guerre. Sortir de l'ordinaire, 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 sortir de l'ordinaire. Sortir de l'ordinaire, extrait du dernier album d'Adamo intitulé Par les temps qui courent.